La péninsule olympique, dans l'État de Washington, avait toujours été une nature sauvage et impitoyable. Une étendue tentaculaire de forêts anciennes où d'immenses sapins de Douglas et cèdres rouges de l'Ouest s'étiraient à l'infini dans toutes les directions, leurs cimes disparaissant dans des brumes qui semblaient avoir élu domicile en permanence parmi les plus hautes branches. L'hiver s'abattait sur ces montagnes avec une violence qui prenait au dépourvu même les habitants les plus expérimentés, transformant des paysages familiers en territoires étrangers où un mauvais virage ou une panne mécanique pouvait s'avérer fatale en quelques heures. Le 3 novembre 2025, la région subissait l'une des chutes de neige les plus précoces et les plus sévères de son histoire. Un événement météorologique qui avait pris les services météo et les résidents complètement au dépourvu. La neige avait commencé à tomber 3 jours plus tôt, de légers flocons d'abord, qui semblaient anodins pour un début novembre. Mais le système s'était immobilisé au-dessus de la péninsule et s'était intensifié avec une rapidité choquante, déversant une épaisse poudre blanche qui s'accumulait à un rythme dépassant les 7 cm par heure durant les périodes les plus intenses. Au matin du 3e jour, la forêt était métamorphosée, recouverte d'un manteau de neige qui, dans certaines zones, avait atteint une épaisseur de plus d'1,20 m. La neige lourde et humide s'accrochait à chaque surface, courbant les branches jusqu'à ce qu'elles touchent presque le sol et étouffant chaque son jusqu'à ce que la forêt semble enveloppée de coton, un silence si profond qu'il en devenait presque oppressant. La température avait chuté pendant la nuit pour atteindre -8 °C et les prévisions ne promettaient aucune accalmie avant au moins 72 heures, voire plus si le système persistait à stagner. Le gel se formait sur chaque surface exposée, transformant l'écorce des arbres en fourreaux lisses de cristal gelé et rendant l'équilibre précaire sur les rares parcelles de sol non ensevelies sous l'épaisse accumulation. C'est dans ce paysage que 5 ouvriers forestiers se retrouvèrent ce matin gris, chargés de dégager une route forestière isolée, devenue complètement impraticable après des semaines de négligence et l'arrivée soudaine de l'hiver, qui avait surpris la compagnie forestière non préparée pour les opérations hivernales. La société Cascade Timber Industries avait mis les bouchées doubles pour atteindre les quotas de fin d'année et la neige précoce avait semé le chaos dans leur planning soigneusement établi. Des routes qui auraient dû rester praticables jusqu'à la mi-décembre au moins étaient désormais bloquées. Le matériel tombait en panne à cause du froid extrême et les équipes enchaînaient les doubles gardes pour tenter de maintenir ouverts les axes les plus critiques. Marcus Whitfield, le chef d'équipe de 41 ans, travaillait dans ces forêts depuis plus de 18 ans. Il avait commencé comme simple manœuvre tout juste sorti du lycée et avait gravi les échelons jusqu'à obtenir ses qualifications de superviseur 7 ans plus tôt. Il connaissait ces montagnes comme sa poche, connaissait les risques inhérents au territoire, des pannes de matériel par des températures négatives qui pouvaient vous laisser en rade à des kilomètres de tout secours, aux éboulements occasionnels qui pouvaient te bloquer des routes pendant des jours et isoler des pans entiers de la forêt de tout accès motorisé. Il avait vu des collègues se blesser, avait participé à des évacuations lorsque la météo devenait meurtrière et avait développé ce genre de respect prudent pour la nature qui ne vient qu'avec l'expérience directe de ces dangers. Les forêts de l'Olympique étaient différentes des autres régions forestières où il avait travaillé, plus anciennes et d'un caractère plus primitif en quelque sorte, avec des sections de forêts primaires qui n'avaient jamais été touchées par la main de l'homme, des arbres qui se dressaient là depuis 500 ans ou plus, leurs troncs massifs nécessitant 6 ou 7 personnes se donnant la main pour en faire le tour. Il y avait des zones où la canopée était si dense que la lumière du soleil peinait à percer même à midi, créant au sol une pénombre où la mousse poussait épaisse sur tout et où l'air lui-même semblait vert de lumière filtrée. C'étaient des lieux qui paraissaient anciens, qui semblaient mal supporter l'intrusion humaine,
bien que Marcus aurait ri d'une pensée aussi fantaisiste si quelqu'un l'avait exprimée à voix haute. Mais il y avait des histoires, bien sûr, chuchotées entre les équipes pendant les longues gardes, quand la fatigue déliait les langues et que l'isolement de la forêt profonde rendait même les hommes les plus sceptiques disposés à envisager des idées qu'ils rejetteraient en ville. Des histoires sur des choses qui se déplaçaient dans les sections les plus reculées de la forêt, des choses qui laissaient des empreintes trop grandes pour être celles d'un ours et trop humaines pour être rassurantes, des choses qui poussaient des cris dans la nuit, des sons qui poussaient les hommes des bois les plus aguerris à vérifier leurs armes et à rapprocher leur camp des routes. Marcus les avait toutes entendues au fil de ses années dans l'industrie du bois, et avait rejeté la plupart comme le folklore habituel qui s'accumule dans toute profession travaillant en conditions isolées. Mais il avait travaillé assez longtemps dans ces montagnes pour savoir que la nature sauvage recelait des secrets que les explications rationnelles ne pouvaient pas toujours justifier. Il avait lui-même vu des empreintes à 3 occasions distinctes au fil des ans, des empreintes trop grandes et présentant trop de caractéristiques humaines pour être complètement ignorées, bien qu'il ait toujours trouvé des moyens de les rationaliser, de les expliquer comme des traces d'ours mal identifiées ou des canulars créés par des ouvriers qui s'ennuyaient. À côté de lui, dans la cabine de la puissante auto-neige, se trouvait Jennifer Chen, 34 ans, la spécialiste du matériel de l'équipe, capable de diagnostiquer et de réparer à peu près n'importe quel engin mécanique avec des pièces de rechange, de la détermination et un diplôme d'ingénieur qu'elle avait obtenu tout en travaillant à plein temps à une série d'emplois exigeants. Elle avait rejoint l'équipe 3 ans plus tôt, après avoir passé près d'une décennie dans la réparation automobile, initialement attirée par le travail forestier pour le meilleur salaire et les avantages. Mais elle était restée parce qu'elle avait découvert qu'elle appréciait vraiment le travail en plein air et la satisfaction de maintenir en état de marche des équipements complexes dans des conditions difficiles. Elle était compacte et forte, avec des cheveux noirs coupés courts pour des raisons pratiques et une attitude pragmatique qui lui avait valu le respect de ses collègues, qui, au début, doutaient qu'une femme puisse supporter les exigences physiques du travail. Elle avait prouvé sa compétence à maintes reprises dans des conditions qui renvoyaient les travailleurs moins expérimentés en ville, et Marcus faisait plus confiance à son jugement sur les questions de matériel qu'au sien. Dans le compartiment arrière de l'auto-neige, 3 autres membres de l'équipe s'affairaient à organiser les tronçonneuses, les outils de déblaiement et le matériel d'urgence, leur souffle formant d'épais nuages dans l'air glacial, malgré le système de chauffage du véhicule tournant à plein régime et ne parvenant qu'à maintenir la température intérieure juste au-dessus de 0. Le compartiment arrière était exigu et inconfortable, conçu davantage pour le fret que pour les passagers, mais il servait à transporter les membres de l'équipe sur les chantiers plus longs où il aurait été impossible de loger tout le monde dans la cabine principale. David Patterson, 29 ans, était le plus jeune membre de l'équipe, bien que sa relative jeunesse fût trompeuse, car il avait grandi dans ces forêts et les connaissait aussi bien que quiconque pouvait prétendre les connaître. Il était né dans la petite ville forestière de Forks, avait passé son enfance à explorer la nature environnante et avait accepté son premier emploi dans la sylviculture à 16 ans, travaillant l'été et les week-ends tout en terminant le lycée. Il était mince et athlétique, avec cette force nerveuse qui vient d'années de travail physique, et il avait un esprit vif qui le rendait précieux pour résoudre les problèmes quand la situation dérapait. Il était fiancé et devait se marier au printemps avec son amour de lycée. Et il parlait des préparatifs du mariage depuis des semaines, ennuyant ses collègues avec les détails sur le choix du lieu et les options de « on traiteur », mais il le faisait avec un enthousiasme si sincère que personne n'avait le cœur de lui dire de se taire. Sarah Mitchell, 38 ans, travaillait dans la sylviculture depuis plus d'une décennie après avoir quitté une carrière en comptabilité qui lui donnait l'impression d'être piégée dans des bureaux éclairés au néon, à fixer des feuilles de calcul
et à mourir lentement de l'intérieur à cause de l'ennui écrasant de tout cela. Elle avait opéré ce changement de carrière radical à 27 ans, acceptant des baisses de salaire massives et commençant à des postes de débutante attirée par le travail en plein air et le genre d'épuisement physique qui l'aidait à dormir la nuit sans l'anxiété qui avait tourmenté ses années de comptable. Elle n'avait jamais regretté sa décision, même les jours comme celui-ci où le froid était brutal et le travail dangereux. Elle était réfléchie et prudente, le genre de personne qui vérifiait 3 fois le matériel et ne faisait jamais d'impasse sur les protocoles de sécurité, des traits qui la rendaient précieuse dans n'importe quelle équipe. Elle avait une fille adolescente d'un précédent mariage, une jeune fille qui vivait avec son père à Seattle et que Sarah allait voir pendant ses jours de congé, faisant les 3 heures de route dans chaque sens pour maintenir ce lien. Même si l'arrangement de la garde signifiait qu'elle ne pouvait pas être une présence quotidienne dans la vie de sa fille. Et puis il y avait Robert Chen, 42 ans, le frère aîné de Jennifer de 8 ans, qui avait convaincu sa sœur de rejoindre l'entreprise et qui servait de compteur non officiel et de booster de morale de l'équipe, toujours prêt avec une anecdote ou une blague pour détendre l'atmosphère pendant les quarts de travail difficiles. Il était trapu et puissant, avec un rire tonitruant qu'on pouvait entendre à travers les chantiers, et il avait le don de désamorcer les conflits et de maintenir la cohésion des équipes, même lorsque l'épuisement et le stress rendaient les esprits irritables. Il avait 2 jeunes enfants à la maison, des garçons de 6 et 8 ans, et l'écran de verrouillage de son téléphone affichait une photo d'eux souriant à l'appareil photo, des dents de devant en moins et des cheveux en bataille, qu'il montrait à quiconque voulait bien regarder. C'était un père dévoué qui entraînait leurs équipes de football et ne manquait jamais les événements scolaires lorsque son emploi du temps le lui permettait. Et il parlait souvent de ses projets de passer à un poste de direction pour avoir des horaires plus réguliers et être à la maison pour le dîner plus souvent. L'autoneige s'était comporté admirablement compte tenu des conditions brutales, ses chenilles labourant la neige qui, à certains endroits, avait atteint des profondeurs qui auraient été infranchissables pour des véhicules à roues. La machine était une bête, construite exactement pour ce genre de conditions. Extrême, avec un puissant moteur diesel, une cabine chauffée et des chenilles qui pouvaient s'agripper et tracter à travers presque n'importe quoi. L'entreprise en entretenait une petite flotte pour les opérations hivernales, et cette unité particulière, désignée Neige 7, avait la réputation d'être l'une des plus fiables de la flotte Marcus, l'avait demandé spécifiquement pour cette mission, car il savait qu'il s'enfoncerait profondément en territoire isolé et ne pouvait pas se permettre une panne. Il se trouvait à environ 43 km de la ville la plus proche, un minuscule hameau appelé Clearwater, qui se composait d'un peu plus qu'une épicerie générale, une station-service, une petite clinique médicale tenue par une seule infirmière praticienne, et une poignée de maisons occupées par des bûcherons et leurs familles. Clearwater existait principalement pour servir l'industrie forestière, et sa population augmentait et diminuait avec les chiffres de l'emploi de la compagnie de bois, se situant actuellement à environ 300 résidents permanents, avec peut-être une centaine de travailleurs saisonniers qui allaient et venaient avec le travail. C'était le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde, où les nouveaux arrivants étaient regardés avec méfiance pendant leur première ou deuxième année, et où le bar local servait de centre communautaire de facto, où les affaires se concluaient et les griefs s'exprimaient autour d'une bière bombe, marché et d'un whisky. La route qu'il dégageait desservait une exploitation forestière, plus au nord, au cœur d'une section de forêt, à laquelle la compagnie n'avait que récemment obtenu l'accès, après des années de négociations prolongées avec les agences fédérales de gestion des terres, de multiples évaluations d'impact environnemental et une opposition intense de la part de groupes écologistes qui considéraient l'exploitation comme une destruction environnementale d'une forêt primaire irremplaçable. L'entreprise avait étendu ses opérations dans des zones forestières jusqu'alors intactes, poussées par les pressions économiques et la demande de bois de haute qualité issus de forêts anciennes
qui se vendaient à des prix élevés sur les marchés de la construction et de l'ameublement. L'expansion avait suscité de nombreuses critiques et même quelques tentatives de sabotage de la part d'activistes qui avaient planté des clous dans les arbres, endommagé du matériel et, dans un cas, mis le feu à un entrepôt de matériel, causant plus de 2 millions de dollars de dégâts. La zone où ils travaillaient ce matin était particulièrement reculée, accessible uniquement par cette unique route forestière qui serpentait à travers des cols de montagne et suivait des vallées fluviales sur des kilomètres avant d'atteindre les zones de coupe active. La forêt ici était primitive, le genre d'endroit où l'on pouvait se tenir parmi les arbres et sentir le poids des siècles peser sur soi, où le silence était si complet que sa propre respiration semblait bruyante, où la taille des arbres faisait que les humains se sentaient insignifiants et éphémères. C'était beau d'une manière austère, mais c'était aussi intimidant, surtout quand on était à des kilomètres de tout secours et dépendant d'un équipement mécanique qui pouvait tomber en panne à tout moment. Ils avaient quitté Clearwater à 5h30 ce matin-là, bien avant l'aube, conduisant lentement dans l'obscurité avec les puissants phares de l'autoneige, perçant la neige qui tombait et illuminant un tunnel de blanc qui semblait sans fin. Le trajet avait pris plus de 3 heures pour couvrir les 43 kilomètres. Un voyage qui prendrait normalement moins d'1 heure, mais les conditions les avaient forcés à avancer à pas de tortue, Marcus s'arrêtant de temps en temps pour évaluer la profondeur et la stabilité de la neige avant de continuer. Ils avaient croisé plusieurs autres engins de la compagnie en chemin, d'autres autoneiges et de gros camions qui travaillaient sur différentes sections du réseau routier, et à chaque fois, ils communiquaient par radio avec les autres équipes, échangeant des informations sur les conditions et les coordonnées. Maintenant, le réseau de communication essentiel à la sécurité dans ces opérations. Le soleil s'était levé quelque part au-dessus de la couverture nuageuse vers 7h30, bien que le ciel très couvert signifiait que l'aube était plus un éclaircissement progressif de l'obscurité qu'un véritable ensoleillement. La neige avait continué de tomber régulièrement, parfois plus légère, parfois plus forte, mais sans jamais s'arrêter complètement, et Marcus se demandait combien de plus la forêt pouvait en absorber avant que les arbres ne commencent à tomber sous le poids. Il avait déjà vu cela se produire, des arbres massifs qui avaient résisté pendant des siècles s'effondrant soudainement lorsque le poids accumulé de la neige humide dépassait ce que leur système racinaire pouvait supporter. Et la chute d'un vieil arbre était catastrophique, capable d'écraser tout sur son passage et de créer des effets de domino qui pouvaient faire tomber plusieurs arbres dans une cascade de défaillance. Vers le milieu de la matinée, peut-être 10h30 environ, à la montre de Marcus, ils atteignirent la section de la route qui était leur objectif principal de la journée. Un arbre massif était tombé pendant la nuit, ou tôt le matin, son tronc de près de 2 mètres de diamètre s'étendant en travers de la route en un angle qui en bloquait toute la largeur. L'arbre était un sapin de Douglas, l'un des monarques de la forêt, et Marcus ressentit une pointe de regret sincère en le voyant à terre. Bien qu'il sût que de tels sentiments étaient insensés dans son métier, il devrait sectionner le tronc avec des tronçonneuses et utiliser le treuil de l'autoneige pour traîner les sections hors de la route. Un travail qui prendrait plusieurs heures compte tenu de la taille de l'arbre et des conditions froides qui rendraient la tâche épuisante et dangereuse. Mais avant de pouvoir commencer ce travail, il devait s'occuper du bruit de grincement que l'autoneige avait développé sur le dernier kilomètre environ. Le son avait été subtil au début, un grincement métallique qui allait et venait avec le terrain, mais il était devenu de plus en plus prononcé et l'expérience de Marcus lui disait que c'était en ignorant de tels bruits qu'on transformait des problèmes mécaniques mineurs en pannes majeures. Il arrêta le véhicule à une 50aine de mètres de l'arbre abattu et annonça qu'il devrait inspecter les chenilles avant de procéder à tout autre travail. Le vent s'était considérablement levé au cours de la dernière heure, hurlant à travers les arbres massifs et envoyant des cascades de neige tomber des branches surchargées
qui pliaient sous le poids, parfois si bas qu'elles touchaient des branches inférieures et créaient des arches de verdure enneigées. La visibilité se détériorait rapidement alors que des rafales soulevaient des colonnes tourbillonnantes de neige qui dansaient sur la route comme des figures fantomatiques, et Marcus sentait la température chuter encore plus, si c'était possible, le froid s'infiltrant à travers ses multiples couches de vêtements et lui faisant mal aux articulations. C'était le genre de froid qui tue, qui transforme un problème mineur comme une panne ou une blessure en une urgence vitale. Et il ressentit la tension familière qui accompagnait le travail dans des conditions où les marges d'erreur se mesuraient en minutes plutôt qu'en heures. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'aucun d'eux n'aurait pu savoir alors qu'ils se préparaient à quitter la chaleur et la sécurité relative de l'automneige, c'est que leur intrusion dans cette section reculée de la forêt n'était pas passée inaperçue. Les opérations forestières des derniers mois s'étaient enfoncées plus profondément dans des territoires qui étaient restés intacts depuis des générations. Non seulement intacts de toute exploitation forestière, mais de toute présence humaine, des zones si reculées que même les randonneurs et les chasseurs s'y aventuraient rarement. Leur présence, et la présence des autres équipes et équipements forestiers qui avaient travaillé dans la région, avait dérangé quelque chose que la plupart des gens rejetaient comme du folklore, une légende, le produit d'imagination trop active et de trop de temps passé dans l'isolement. Mais les forêts de l'Olympique abritaient des mystères depuis des siècles, des millénaires, si l'on en croyait les histoires racontées par les peuples autochtones qui avaient vécu dans ces montagnes bien avant le contact européen, des peuples qui avaient parlé des géants de la forêt dans leurs traditions orales. Des êtres qui marchaient comme des hommes, mais n'étaient pas des hommes, qui possédaient une force au-delà des capacités humaines et une intelligence qui les rendait dangereux et imprévisibles. Le peuple Kino, dont les territoires traditionnels comprenaient des portions de la péninsule olympique, avait des histoires sur les Seatiques, des hommes sauvages de la forêt qui évitaient le contact humain, mais pouvaient être dangereux s'ils étaient menacés ou en colère. Les colons blancs venus plus tard avaient leur propre nom pour ces créatures, Sasquatch ou Bigfoot, dans le langage courant, mais ils véhiculaient le même message essentiel. Quelque chose de grand et d'humanoïde vivait dans les forêts les plus profondes, quelque chose qu'il valait mieux laisser tranquille. Et les opérations forestières, avec leur bruit et leur destruction, avec leur pénétration dans des zones qui n'avaient connu que le silence pendant des siècles, n'avaient pas laissé les géants de la forêt tranquilles. Elles s'étaient enfoncées dans des territoires que les créatures considéraient comme les leurs, avaient abattu des arbres qui servaient de repères et de sources de nourriture, avaient chassé le gibier, avaient rempli la forêt des sons des tronçonneuses, des moteurs diesel et des voix humaines. Les créatures avaient observé, depuis l'ombre et les sous-bois denses, avaient vu leur monde être systématiquement détruit par des êtres qu'elles ne comprenaient pas et avec qui elles ne pouvaient pas communiquer. Certaines des créatures s'étaient enfoncées plus et profondément dans les montagnes, cherchant des zones encore non touchées par l'exploitation forestière, mais d'autres étaient restées, devenant de plus en plus agressives à mesure que leur territoire rétrécissait, et au moins un mâle avait décidé que ces intrus devaient être chassés ou détruits. David et Sarah venaient de sortir du compartiment arrière pour examiner l'ensemble de la chenille droite lorsqu'ils prirent conscience pour la première fois que quelque chose n'allait pas, bien qu'aucun des deux ne pût immédiatement identifier la source de leur malaise. Le froid les frappa comme un coup physique alors qu'ils sortaient de la chaleur relative de l'automneige pour affronter la pleine force du vent, et ils rentrèrent instinctivement les épaules et resserrèrent leurs capuches, essayant de protéger leur visage de la neige cinglante qui piquait comme des aiguilles sur la peau exposée. Ils contournèrent le côté droit du véhicule, leurs bottes s'enfonçant profondément dans la neige à chaque pas, et s'accroupirent pour examiner l'ensemble de la chenille d'où le bruit de grincement semblait provenir. À première vue, le problème n'était pas immédiatement évident.
La chenille était toujours intacte, les maillons en caoutchouc et en acier semblaient non endommagés, et les pignons d'entraînement semblaient s'engager correctement. David suggéra qu'il pourrait s'agir d'une accumulation de glace dans le système de tension, un problème courant dans ces conditions, et Sarah hocha la tête en signe d'accord, commençant à déblayer la neige et la glace pour mieux voir les composants internes. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, leurs mains gantées maladroites à cause du froid, leur souffle formant d'épais nuages que le vent emportait immédiatement. Ce fut Sarah qui remarqua la première le silence, sa qualité anormale qui allait au-delà de l'effet assourdissant de la neige épaisse. Le vent hurlait toujours dans les hautes branches des arbres massifs, créant un son semblable à des voix lointaines ou à de l'eau vive, mais il y avait une absence d'autres sons, pas d'oiseaux qui chantaient, pas de petits animaux se déplaçant dans les sous-bois, aucun des bruits de fond subtils qui remplissent habituellement une forêt, même en hiver. Elle en fit part à David, alors qu'ils étaient accroupis à côté de la chenille. Et David interrompit son travail pour écouter, la tête légèrement penchée sur le côté, et après un moment, il acquiesça, bien qu'il tentât de rejeter l'observation comme étant sans importance, sa voix empreinte d'une fausse confiance lorsqu'il dit que les animaux s'abritaient pendant les fortes chutes de neige. Tout le monde le savait, il n'y avait rien d'inhabituel dans ce silence, mais même en parlant, il sentit les poils se hérisser sur sa nuque. Ce système d'alerte primitif que les humains ont hérité d'ancêtres qui étaient aussi souvent des proies que des prédateurs. Cette sensation d'être observé qui n'était probablement que de la reconnaissance de forme et une détection de menaces hyperactives, mais qui semblait absolument réelle sur le moment. Il se releva de sa position accroupie, soi-disant pour s'étirer le dos, mais en réalité pour scruter la lisière de la forêt, pour chercher ce que son cerveau reptilien insistait à dire qu'il y avait, même si son esprit rationnel lui disait qu'il n'y avait rien à craindre. Et puis ils remarquèrent l'odeur, faible au début, mais devenant plus forte à mesure que le vent tournait, une odeur musquée qui semblait complètement déplacée dans le paysage gelé. Ce n'était pas le parfum pur de la neige et du pin qui dominait normalement ces forêts, ni l'odeur de diesel de leur équipement, ou l'odeur de leur propre sueur et de leur travail. C'était quelque chose d'organique, de vivant, une odeur à la fois animale et pas tout à fait animale, quelque chose qui déclenchait des réponses instinctives, profondes, qui contournaient entièrement la pensée rationnelle. Sarah se releva également, sa main se déplaçant instinctivement vers la radio accrochée à sa ceinture, et elle était sur le point de suggérer qu'il retourne dans le véhicule, quand elle vit un mouvement à la lisière des arbres, à une 50aine de mètres de distance. Au début, elle pensa que c'était peut-être un ours, bien qu'elle sût que les ours devraient hiberner à cette période de l'année, et même si un ours était resté actif, la forme semblait étrange, trop grande, trop droite, trop humaine dans ses proportions même à cette distance. Elle ouvrit la bouche pour crier un avertissement, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge alors que la silhouette bougeait légèrement et qu'elle réalisa, avec un choc qui traversa tout son corps comme de l'électricité, qu'elle regardait quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose que son esprit rationnel rejetait immédiatement, même si ses yeux envoyaient des signaux sans équivoque sur ce qu'elle voyait. La créature mesurait au moins 2,40 m, peut-être même plus. C'était difficile à juger précisément à cette distance et dans ces conditions, mais elle était clairement massive, dominant les sous-bois environnants et se tenant dans une posture distinctement bipède, distinctement humaine d'une manière profondément troublante. Elle était couverte de poils brun-roux foncés, emmêlés de neige et de glace, les poils paraissant épais et hirsutes, fournissant une isolation qui devait être incroyablement efficace compte tenu du froid extrême. Ses épaules étaient d'une largeur invraisemblable, bien plus large que celle de n'importe quel humain, suggérant une musculature et une puissance physique qui seraient dévastatrices en action. Les bras pendaient bas et semblaient disproportionnément longs pour son corps, atteignant presque ses genoux.
rappelant les proportions d'un singe, mais à une échelle qui dépassait tout primate connu, et puis le visage, le peu qu'elle pouvait en voir dans la neige. Tourbillonnante, paraissait presque humain, mais fondamentalement anormal, avec des traits qui suggéraient l'intelligence, mais aussi quelque chose de totalement étranger à l'expérience humaine. Le visage était couvert de poils plus courts que le corps, révélant davantage la structure sous-jacente, et elle pouvait voir ce qui semblait être une arcade sourcilière épaisse, un nez plat et une bouche qui paraissait trop large, bien que les détails fussent flous à cette distance. Mais les yeux, même à 50 mètres et à travers la neige qui tombait, les yeux étaient visibles, sombres et grands, et braqués droit sur elle, l'observant avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être une proie, quelque chose dont on évaluait la faiblesse et la vulnérabilité. David le vit au même moment, et sa réaction fut plus immédiate que la paralysie choquée de Sarah. Des années passées à grandir dans ces forêts, à entendre les histoires et à y croire à moitié tout en les rejetant publiquement l'avaient préparé à un niveau subconscient à ce moment, et son corps réagit avant que son esprit ne traite complètement ce qu'il voyait. Il attrapa le bras de Sarah et la tira vers l'autoneige, criant aux autres de rentrer à l'intérieur, sa voix se brisant de peur, une peur qu'il ne tenta pas de dissimuler, car il n'y avait pas de temps pour l'orgueil ou la dignité face à quelque chose que chacun de ses instincts hurlait être une menace mortelle. Dans la cabine, Marcus et Jennifer entendirent le cri et la terreur indubitable dans la voix de David. Et ils se tournèrent pour voir les deux membres de l'équipe se précipiter vers le véhicule avec un désespoir qui communiqua immédiatement un danger mortel avant même qu'ils ne voient la source de ce danger. Robert se dirigeait déjà vers la porte arrière pour les aider, sa main sur la poignée, et se préparant à la pousser, lorsque la créature manifesta sa présence d'une manière qui ne laissa absolument aucun doute sur ses intentions et qui hanterait les cauchemars de toutes les personnes présentes pour le reste de leur vie. La vocalisation qui émergea de la lisière de la forêt ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais entendu, et plusieurs d'entre eux avaient une grande expérience de ces forêts, avaient entendu le brame des élans, les cris des cougars et les grognements agressifs des ours. C'était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui semblait spécifiquement conçu pour déclencher des réactions de peur chez les humains, comme si la créature comprenait exactement comment utiliser le son comme une arme contre eux. Cela commença par un grondement sourd qu'ils purent sentir dans leur poitrine autant qu'entendre, un son qui résonnait à des fréquences qui faisaient sauter des battements à leur cœur et couper leur souffle, puis cela monta jusqu'à un cri perçant qui semblait vibrer dans leurs os, leur donnait la chair de poule et contournait entièrement la pensée rationnelle, pour puiser directement dans la terreur primale d'être une proie. Le son était incroyablement fort, audible même par-dessus le hurlement du vent, se propageant à travers la clairière et se répercutant sur les arbres environnants d'une manière qui le faisait paraître venir de partout et de nulle part à la fois. Il dura peut-être 10 ou 12 secondes, bien que cela semblât une éternité, montant et descendant en ton et en volume. Et quand il s'arrêta enfin, le silence qui suivit parut encore plus oppressant que le son lui-même. Pendant un instant, tout le monde fut figé, incapable de bouger ou de penser, simplement paralysé par l'expérience sensorielle écrasante de cette vocalisation. Et puis la créature bougea et la paralysie se rompit alors que les instincts de survie de chacun s'activaient en une overdrive désespérée. La créature émergea complètement de la lisière des arbres, se déplaçant avec une vitesse choquante pour quelque chose d'aussi grand, ses longues jambes couvrant le terrain à grandes enjambées qui dévoraient la distance entre les arbres et l'autoneige en des secondes qui semblaient s'étirer en éternité pour les travailleurs terrifiés. Elle se déplaçait dans la neige profonde avec une aisance qui suggérait une parfaite adaptation à l'environnement, ses grands pieds répartissant apparemment son poids suffisamment pour ne pas s'enfoncer, tandis que ses longs bras se balançaient avec un rythme qui rendait son mouvement presque hypnotique, malgré la menace mortelle qu'elle représentait.
Sarah et David atteignirent le compartiment arrière et se précipitèrent à l'intérieur, David tirant la porte derrière eux juste au moment où la créature atteignait le véhicule. Et l'impact, lorsqu'elle frappa l'autoneige, fut terrible. Une collision qui secoua tout le véhicule sur ses suspensions avec une telle violence que l'équipement qui avait été arrimé pour les terrains difficiles fut arraché de ses fixations et projeté à travers l'intérieur. Le bruit de l'impact ressemblait à un accident de voiture, le métal se déformant et fléchissant sous une contrainte impossible. Et tout le monde à l'intérieur sentit l'onde de choc dans tout son corps, les os et les organes comprimés par la force du coup. Marcus, qui se tenait près de l'avant du véhicule, se préparant à sortir pour évaluer le problème de la chenille, fut projeté contre le tableau de bord par l'impact, son épaule heurtant le cadre métallique avec suffisamment de force pour disloquer partiellement l'articulation, envoyant une douleur fulgurante le long de son bras et à travers sa poitrine qui le fit crier involontairement. Il s'affaissa partiellement contre le siège passager, abasourdi et essayant de comprendre ce qui se passait, son esprit luttant pour rattraper la réalité qu'ils étaient attaqués par quelque chose qui ne devrait pas exister. Jennifer s'agrippa au tableau de bord pour se stabiliser, ses mains trouvant une prise juste au moment où un deuxième impact secoua le véhicule, celui-ci venant d'un angle différent, alors que la créature tournait et frappait à nouveau. À travers le pare-brise, elle eut son premier aperçu clair de leur agresseur, et la vue envoya une vague de terreur absolue à travers elle, une terreur différente de tout ce qu'elle avait connu dans sa vie. La créature était massive, au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer, mesurant facilement 2,50 m ou 2,70 m, maintenant qu'elle était assez proche pour juger avec précision, et pesant probablement entre 270 et 320 kilos de muscles solides sous ce pelage hirsute. Elle se tenait entièrement droite sur deux jambes, sa posture presque humaine, mais avec des proportions qui violaient toute compréhension de l'anatomie que Jennifer possédait de par son travail avec les machines et sa culture générale. Les bras étaient incroyablement longs, les mains terminées par des ongles épais et sombres qui auraient pu être des griffes, bien que Jennifer trouva que son esprit refusait de se concentrer sur les détails alors que la chose commençait à agresser l'autoneige avec une violence qui suggérait à la fois intelligence et rage. La créature utilisait ses poings massifs pour marteler l'extérieur du véhicule, chaque coup produisant un son comme une masse frappant de l'acier. Et Jennifer pouvait voir des bosses se former sur le capot de l'autoneige, un métal conçu pour résister à un traitement rude dans des conditions extrêmes, se déformant sous la force des coups de la créature. Elle se déplaçait autour de l'autoneige avec une agilité surprenante, testant différents points, cherchant des faiblesses, et ses vocalisations continuaient, variant entre ce cri à glacer le sang et des sons gutturaux plus bas qui semblaient presque des mots, bien que des mots dans aucune langue que Jennifer n'ait jamais entendue. Le visage de la créature était maintenant visible à travers le pare-brise, assez proche pour que Jennifer puisse voir les poils individuellement, assez proche pour qu'elle puisse voir la condensation de son souffle embuer la vitre, assez proche pour qu'elle puisse regarder directement dans ses yeux sombres et voir une intelligence la regarder en retour. Le visage était couvert de poils rêches, sauf autour des yeux, du nez et de la bouche, et ses traits étaient troublants de ressemblance humaine, mais anormaux d'une manière que son esprit peinait à articuler. Les yeux étaient grands et sombres, presque noirs, et ils contenaient une intelligence qui était en quelque sorte plus terrifiante que ne l'aurait été une rage animale aveugle, car cela signifiait que cette chose pensait, évaluait, prenait des décisions, planifiait son attaque avec un but plutôt que par simple instinct. Elle cria, un son brut de pure terreur qu'elle reconnut à peine comme venant de sa propre gorge, et recula sur son siège, se pressant contre Marcus, qui était encore partiellement abasourdi par son impact avec le tableau de bord. La main de la créature, et c'était bien une main plutôt qu'une patte,
s'abattit sur le capot de l'autoneige avec assez de force pour cabosser le métal, créant un renfoncement qui serait plus tard mesuré à près de 8 cm de profondeur et montrant l'empreinte claire de la paume et des doigts. Les doigts étaient incroyablement longs, peut-être 20 ou 23 cm de la paume au bout, terminés par des ongles épais qui raclaient le métal, alors que la main se levait et frappait encore, et encore, chaque coup produisant un boom tonitruant qui semblait faire trembler l'air même à l'intérieur de la cabine. Marcus se força à se concentrer à travers la douleur de son épaule, força son esprit à se remettre en marche, et il attrapa le matériel d'urgence qui était rangé dans un compartiment à côté du siège du conducteur. Son bras droit était presque inutile, la douleur de son épaule l'empêchant de le lever au-dessus de la hauteur de sa poitrine. Mais son bras gauche fonctionnait toujours, et il ouvrit le compartiment en tâtonnant, et sortit la première chose que sa main rencontra, qui s'avéra être un fumigène de détresse. Il demanda à Jennifer de l'aider à l'allumer, et ensemble, ils le passèrent à travers la fenêtre côté conducteur, partiellement ouverte. La flamme rouge vif, crépitant et projetant des ombres étranges sur le visage de la créature alors qu'elle continuait son assaut, le fumigène sembla enrager plutôt qu'effrayer la créature. Elle tourna toute son attention vers le côté conducteur du véhicule et Marcus réussit à peine à refermer la fenêtre avant que le poing de la créature ne s'abatte sur le toit directement au-dessus de sa tête, enfonçant le métal vers l'intérieur et créant une dépression concave qui rapprocha dangereusement le plafond du sommet de son crâne. La créature martela le toit à plusieurs reprises, et à chaque impact, Marcus était certain que le coup suivant percerait, que le métal finirait par céder et que la créature passerait la main pour l'attraper, ses mains incroyablement fortes se refermant sur sa tête ou son cou, et mettant fin à tout en un instant de force écrasante. Dans le compartiment arrière, David, Sarah et Robert vivaient leur propre terreur alors que la créature se déplaçait autour du véhicule, apparaissant de temps en temps à l'une des petites fenêtres qui offraient une visibilité limitée depuis la zone de chargement. Chaque apparition était un nouveau choc, ce visage massif remplissant la fenêtre, ses yeux sombres, les scrutant avec ce qui semblait être de la curiosité mêlée d'agressivité, les évaluant, cataloguant leur position, planifiant peut-être comment les atteindre. Les fenêtres étaient trop petites pour que la créature puisse passer la main, même si elle brisait la vitre, mais ce fait n'offrait que peu de réconfort quand il pouvait la voir étudier la construction du véhicule, la voir tester différents points de l'extérieur, clairement assez intelligente pour chercher le moyen le plus facile de percer leur défense. Robert avait attrapé un lourd pied de biche en métal, l'un des nombreux outils qu'il transportait pour faire face à du matériel coincé ou gelé. Et il commença à le frapper contre les parois intérieures, créant une cacophonie de bruit dont il espérait qu'elle pourrait chasser la créature, ou au moins la désorienter suffisamment pour leur donner un avantage. Le son à l'intérieur du compartiment exigu était assourdissant, résonnant sur les parois métalliques et lui faisant mal aux oreilles. Mais il continua, variant le rythme et la force de ses coups, essayant de créer un maximum de bruit et de chaos. Sarah avait sorti son téléphone, espérant contre tout espoir un signal cellulaire dans cet endroit reculé, mais l'écran n'affichait aucune barre, aucune connexion avec le monde extérieur, aucune possibilité d'appeler à l'aide. Ils étaient complètement isolés, piégés dans un véhicule qui était systématiquement détruit par quelque chose qui ne devrait pas exister, sans aucun moyen de communiquer leur situation à quiconque pourrait les aider. La prise de conscience la frappa comme un coup physique, la compréhension qu'ils pourraient réellement mourir ici, que cette créature pourrait réellement réussir à percer leur défense, et que personne ne saurait ce qui leur était arrivé avant des heures, voire des jours. David cherchait frénétiquement dans les fournitures d'urgence, cherchant tout ce qui pourrait servir d'arme ou de moyen de dissuasion au-delà du pied de biche que Robert brandissait. Ils avaient du spray anti-ours, un équipement standard pour quiconque travaillait dans ces forêts. Mais la bombe avait gelé dans le froid extrême et il n'était même pas sûr qu'elle fonctionnerait.
Ils avaient des fumigènes supplémentaires, des couvertures de survie, des fournitures de premiers secours, des outils, mais rien qui ne semblât adéquat pour se défendre contre ce qui les attaquait. Ses mains se refermèrent sur une corne de brume portable, un appareil qu'ils utilisaient pour signaler leur présence à d'autres équipes ou à la faune, et il l'actionna sans hésiter, le son perçant remplissant le compartiment et sûrement audible à l'extérieur du véhicule. La combinaison de la corne de brume, du martèlement continu du métal sur le métal et des fumigènes sembla avoir un certain effet sur la créature. Son assaut s'interrompit, et à travers les fenêtres, ils purent la voir reculer légèrement, sa tête massive se balançant d'un côté à l'autre, alors qu'elle évaluait cette résistance inattendue de la part de proies qui auraient dû être sans défense. Pendant un instant, l'espoir vacilla dans leur poitrine, la pensée qu'ils avaient peut-être réussi à la chasser, que la créature déciderait peut-être qu'ils étaient trop de problèmes et se retirerait dans la forêt. Mais la pause ne dura que quelques secondes, avant que la créature ne reprenne son attaque avec une violence encore plus grande, comme si leur résistance l'avait mise en colère plutôt que de l'effrayer. Elle se déplaça à l'arrière de l'autoneige et s'agrippa à la porte arrière, la même porte que David et Sarah avaient utilisée pour se mettre à l'abri quelques minutes plus tôt. Ils pouvaient entendre le métal gémir sous une contrainte impossible, alors que la créature tirait sur la porte, essayant de l'arracher de ses gonds, le son du métal qui se déforme, se mêlant aux vocalisations de la créature pour créer une bande-son de cauchemar qui résonnerait dans leur mémoire pour les années à venir. Robert se jeta contre la porte de l'intérieur, ajoutant son poids et sa force au mécanisme de verrouillage. Bien qu'il sût, dans une partie lointaine de son esprit, que si la créature parvenait à obtenir une bonne prise et appliquait toute sa force, aucune serrure ne tiendrait, aucune force humaine ne pourrait compenser la puissance pure de la chose à l'extérieur. Sarah le rejoignit, pressant son dos contre la porte, ses bottes calées contre un casier de rangement boulonné au mur opposé, et elle se surprit à prier, priant réellement pour la première fois depuis son enfance. Des supplications désespérées et informes à toute divinité qui pourrait écouter pour que la porte tienne, ou que la créature se désintéresse, ou que, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, ils survivent. La porte arrière tint bon, mais le cadre se plia sous l'assaut, créant des interstices qui laissaient entrer des rafales d'air glacial et de neige tourbillonnante. Et à travers l'un de ces interstices, Robert se retrouva à regarder directement dans l'un des yeux de la créature, assez près pour voir la pupille se contracter légèrement alors qu'elle se concentrait sur lui, assez près pour voir ce qui semblait être des paillettes dorées dans l'iris sombre, assez près pour voir son propre reflet terrifié dans cet œil étranger. Le moment sembla s'étirer à l'infini alors que le prédateur et la proie se regardaient à une distance de quelques centimètres à peine, à travers une barrière de métal qui se pliait et qui semblait de plus en plus inadéquate pour le protéger. L'œil contenait de l'intelligence, une intelligence indubitable et terrifiante. Et à ce moment-là, Robert comprit avec une clarté absolue qu'il n'avait pas affaire à un animal agissant par instinct, mais à quelque chose qui pensait, planifiait et prenait des décisions, quelque chose qui comprenait la cause et l'effet et qui choisissait la violence avec intention plutôt que de simplement réagir à des stimuli. La prise de conscience était plus effrayante que le danger physique, car elle signifiait que la créature pouvait apprendre, s'adapter, potentiellement trouver des moyens de contourner leur défense par le raisonnement, plutôt que par la seule force brute. Puis la créature relâcha la porte et se déplaça à nouveau, et ils l'entendirent grimper, grimpant réellement sur le toit de l'autoneige. Son poids était énorme, et il pouvait entendre le toit en métal gémir et commencer à se déformer sous la charge, entendre les rivets qui fixaient le toit au cadre commencer à sauter avec des bruits semblables à des tirs de petit calibre. L'équipement qui avait été suspendu au plafond, à l'intérieur, commença à bouger et à tomber alors que le toit se déformait, créant une pluie d'outils et de fournitures qui rendait les déplacements
À l'intérieur du compartiment dangereux, Marcus, s'étant quelque peu remis de son impact initial, réalisa avec horreur que la créature pourrait réellement percer le toit si elle continuait son assaut, qu'il n'avait que quelques minutes au plus avant que l'intégrité structurelle du véhicule ne cède complètement. Jennifer avait continué à allumer des fumigènes, ses mains tremblant si violemment qu'elle avait du mal avec le mécanisme d'allumage. Mais elle persista, les jetant par la fenêtre partiellement ouverte chaque fois qu'elle pouvait trouver le courage de bouger. Et le sol, autour de l'autoneige, était maintenant parsemé de lumières rouges crépitantes qui projetaient des ombres étranges à travers la neige qui tombait, créant un périmètre de feu qui aurait dû dissuader n'importe quel animal, mais que la créature semblait ignorer complètement. La créature sur le toit ne semblait pas dérangée par les lumières, et elle commença une nouvelle tactique, utilisant ce qui ressemblait à des pierres ou des morceaux de glace pour marteler le toit, chaque impact produisant un boom retentissant qui était clairement audible à l'intérieur et qui envoyait des bosses visibles apparaître dans le métal au-dessus de leur tête, des bosses qui s'approfondissaient à chaque coup successif. Marcus pouvait voir que le métal cédait, pouvait voir des fissures commencer à se former au point de contrainte où le toit rejoignait le cadre, et il savait que si la créature perçait, il serait complètement sans défense. Il prit une décision née du désespoir et attrapa les commandes du tableau de bord, avec l'intention de démarrer le moteur et d'essayer de déplacer le véhicule, de s'enfuir ou au moins de secouer la créature du toit. Mais quand il tourna la clé, rien ne se passa. L'impact de l'attaque initiale avait dû endommager quelque chose dans le système électrique ou les conduites de carburant, et le moteur qui avait été leur équipement le plus fiable refusait maintenant de répondre, les laissant piégés dans une boîte de métal immobile qui était systématiquement détruite autour d'eux. L'assaut se poursuivit pendant ce que Marcus estimerait plus tard à 15 ou 20 minutes, bien que le temps soit devenu complètement dénué de sens, dans le chaos et la terreur de l'attaque. Chaque seconde semblait une heure. Chaque impact contre le véhicule semblait pouvoir être celui qui percerait leur protection. Et le son de cette terrible vocalisation que la créature produisait à intervalles irréguliers semblait pénétrer jusqu'à leurs os et contourner entièrement la pensée rationnelle, déclenchant des réactions de peur qui étaient câblées dans la neurologie humaine depuis des ancêtres qui étaient aussi souvent des proies que des prédateurs, des ancêtres qui s'étaient blottis dans des grottes pendant que des choses qui voulaient les manger rôdaient à l'extérieur. À un moment donné pendant l'attaque, Sarah remarqua que Marcus ne bougeait pas normalement, qu'il semblait favoriser son côté gauche et qu'il y avait du sang sur sa veste, bien qu'elle ne pût en déterminer la source à travers le chaos et la mauvaise visibilité. Elle l'appela, lui demandant s'il était blessé. Mais sa voix se perdit dans la cacophonie du bruit de l'assaut continu et de leurs propres actions défensives. David déclenchait toujours la corne de brume à intervalles réguliers, le son semblant maintenant pathétiquement inadéquat contre l'assaut de la créature, mais représentant leur seule forme de résistance. Robert martelait toujours le pied de biche contre toute surface métallique qu'il pouvait atteindre, bien que ses bras lui fissent mal à force d'efforts et qu'il sentit des ampoules se former sur ses paumes, même à travers ses gants. Jennifer allumait et jetait des fumigènes, chacun représentant l'espoir que ce serait celui qui chasserait enfin la créature, et tout le monde criait, hurlait, faisant autant de bruit que possible dans l'espoir que l'effet cumulé pourrait chasser la créature ou que quelqu'un, n'importe qui, pourrait les entendre et venir voir, bien qu'ils sussent rationnellement qu'ils étaient à des kilomètres de toute autre présence humaine. Et puis, avec la même imprévisibilité soudaine qui avait caractérisé son apparition, la créature cessa son attaque. Le martèlement cessa, le toit arrêta de gémir sous son poids, et ils entendirent, ou peut-être sentirent un mouvement, alors que la chose descendait de l'autoneige et s'éloignait du véhicule. À travers les fenêtres, ils aperçurent sa forme massive alors qu'elle faisait le tour de l'autoneige, une fois de plus. Lentement cette fois, presque nonchalamment.
comme si elle inspectait les résultats de son travail et évaluait si une violence supplémentaire était nécessaire. La créature se déplaça sur tout le périmètre du véhicule, s'arrêtant de temps en temps pour regarder par les fenêtres, son visage apparaissant soudainement à divers points et provoquant de nouvelles pointes de terreur chaque fois que ses yeux sombres se fixaient sur l'un des travailleurs piégés. À un moment donné, elle tendit la main et la fit glisser le long du côté de l'autoneige, et ils purent entendre ses ongles racler le métal, un son comme des ongles sur un tableau noir qui leur fit grincer des dents et leur donna la chair de poule malgré le froid. Puis elle se tourna et commença à retourner vers la lisière des arbres, se déplaçant dans la neige profonde avec cette même efficacité aisée qui suggérait une parfaite adaptation à l'environnement, ses longs bras se balançant légèrement à chaque pas, ses épaules massives roulant avec une démarche presque hypnotique à regarder malgré la terreur qui les étreignait encore tous. La créature atteignit la lisière des arbres et s'arrêta, se retournant pour faire face à l'autoneige un long moment. Et à ce moment-là, Marcus aurait juré que la chose les évaluait, faisant une sorte de calcul ou de jugement sur ces intrus sur son territoire, décidant s'ils avaient appris leur leçon ou si une violence supplémentaire serait nécessaire. Puis elle vocalisa une fois de plus, un son plus bas et plus résonnant que les cris précédents, presque comme un avertissement ou une déclaration de propriété, un message que c'était son territoire et qu'ils y pénétraient à leurs risques et périls. Le son roula à travers la clairière et sembla se répercuter sur les arbres environnants. Puis, la créature se tourna et disparut dans la forêt avec un silence qui semblait impossible pour une créature aussi massive, se fondant dans les ombres et les sous-bois comme si elle n'avait jamais existé, les laissant se demander si ce qu'ils venaient de vivre s'était réellement produit ou s'ils avaient partagé une hallucination collective née du froid et de l'isolement. Pendant plusieurs minutes après la disparition de la créature, aucun des 5 travailleurs ne bougea ni ne parla. Ils restèrent figés dans leurs diverses positions défensives, attendant que l'attaque reprenne, incapables de croire que cela pouvait être réellement terminé, qu'ils avaient peut-être réellement survécu à ce que c'était. Le vent continuait de hurler à travers les arbres massifs, la neige continuait de tomber en lourds rideaux, et les fumigènes au sol continuaient de crépiter et de brûler, projetant leur lumière rouge sur une scène de destruction. Mais il n'y avait aucun son de la créature, aucune indication qu'elle restait à proximité, aucun signe qu'elle avait l'intention de revenir. Marcus fut le premier à retrouver sa voix, croassant une question pour demander si tout le monde allait bien, et recevant des affirmatives tremblantes du compartiment arrière et un signe de tête de Jennifer à côté de lui. Il se redressa lentement sur le siège du conducteur et le regretta immédiatement, alors que la douleur lui transperçait l'épaule et la poitrine avec une intensité qui lui fit voir gris sur les bords et lui donna la nausée. Il réalisa qu'en plus de la blessure due à l'impact contre le tableau de bord, il s'était également coupé au front, et du sang avait coulé sur le côté de son visage, gelant dans l'air froid et créant un masque macabre qu'il faisait paraître bien pire qu'il ne se sentait, même s'il se sentait très mal. Jennifer remarqua son mouvement et se tourna pour évaluer son état, sa formation de spécialiste du matériel s'étendant aux premiers secours de base que tous les travailleurs forestiers recevaient, et elle détermina rapidement que bien que ses blessures parussent douloureuses et nécessiteraient certainement des soins médicaux, elles n'étaient pas immédiatement mortelles. L'épaule était démise ou peut-être déboîtée, la coupure au front saignait mais pas abondamment, et il semblait lucide et orienté malgré le traumatisme. Elle l'aida à retirer sa lourde veste pour pouvoir mieux examiner son épaule, et elle put voir que l'articulation était enflée et déformée, mal positionnée d'une manière qui lui retourna l'estomac, mais aucun os ne traversait la peau, ce qui signifiait que ce n'était probablement pas une fracture ouverte. Dans le compartiment arrière, la situation était en fait plus grave.
Lorsque Robert essaya de s'éloigner de la porte contre laquelle il s'était appuyé, il découvrit qu'il ne pouvait pas mettre de poids sur sa jambe gauche, sans une douleur atroce qui le fit crier involontairement. À un moment donné pendant l'attaque, lorsque la créature avait tiré sur la porte avec cette force incroyable, quelque chose avait cédé dans le genou de Robert, et il avait été si concentré à maintenir la porte et si plein d'adrénaline qu'il n'avait pas enregistré la blessure sur le moment. Maintenant que le danger immédiat était passé et que l'adrénaline commençait à s'estomper, la douleur était écrasante, une pointe de souffrance brûlante qui partait de son genou, remontait jusqu'à sa hanche et descendait jusqu'à sa cheville. À chaque tentative de mouvement, Sarah se déplaça pour l'aider, soutenant son poids, alors qu'il boitillait maladroitement jusqu'à une position assise sur l'un des bancs d'équipement. Et elle put voir que le genou était déjà considérablement enflé malgré les températures froides qui auraient dû aider à contrôler l'inflammation. Elle coupa soigneusement le tissu de son pantalon de travail pour mieux voir, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Le genou était enflé au double de sa taille normale, montrant déjà des ecchymoses violettes et noires qui suggéraient de graves dommages internes. Et il était plié à un angle que les genoux ne devraient pas pouvoir prendre, suggérant des ligaments déchirés et peut-être pire, peut-être une fracture ou une luxation qui nécessiterait une intervention chirurgicale. David, tremblant mais apparemment indemne, à part quelques contusions dues au fait d'avoir été projeté pendant l'impact initial, se déplaça vers la porte arrière et examina prudemment les dégâts de l'intérieur. Le cadre était plié vers l'intérieur. La porte elle-même était déformée et montrait de profondes entailles dans le métal qui auraient pu être causées par les ongles de la créature ou peut-être par des outils qu'elle aurait utilisés, bien que la pensée qu'elle ait pu être assez intelligente pour utiliser des outils fût en quelque sorte encore plus troublante que l'attaque elle-même. La porte se fermerait toujours, mais elle ne serait pas étanche et l'air froid s'engouffrait par les interstices, menaçant de transformer le compartiment Enoun congélateur qui les tuerait par hypothermie aussi sûrement que l'attaque de la créature aurait pu les tuer par la violence. Ils utilisèrent des couvertures de survie et des vêtements de rechange pour essayer de colmater les pires interstices, travaillant avec des doigts engourdis et une peur croissante que le froid ne finisse ce que la créature avait commencé. La température à l'intérieur du compartiment arrière baissait déjà sensiblement, leur souffle visible en nuages de plus en plus épais, et ils savaient que l'hypothermie pouvait s'installer rapidement dans ces conditions, d'autant plus qu'ils étaient déjà épuisés et traumatisés, des états qui rendent le corps moins capable de réguler efficacement sa température. Marcus prit la décision d'essayer de déplacer le véhicule, de tenter de retourner vers la ville, ou du moins de se rapprocher de la civilisation où ils pourraient obtenir de l'aide. L'alternative était de rester où ils étaient, peut-être pendant des heures, voire des jours, compte tenu des conditions météorologiques et de leur emplacement isolé. Et cela semblait une mort certaine, compte tenu de la blessure de Robert, des dommages au véhicule, des températures froides et des intentions inconnues de la créature qui pourrait revenir à tout moment. Il tourna la clé dans le contact et pendant un horrible moment, rien ne se passa, le moteur complètement insensible, et il sentit le désespoir monter dans sa poitrine comme de l'eau froide, la compréhension qu'ils étaient vraiment bloqués et sans défense. Mais ensuite, il essaya à nouveau, pompant l'accélérateur et ajustant le starter, et le moteur toussa une fois, deux fois, puis prit et se mit à gronder, un son qui apporta un sentiment de soulagement presque physique aux 5 travailleurs, un son qui signifiait qu'ils n'étaient pas entièrement impuissants, qu'ils avaient au moins une chance de s'en sortir vivants. Marcus testa les commandes, essayant l'accélérateur et la direction, et bien que le véhicule répondit, il le fit lentement. Et le bruit de grincement qu'ils avaient entendu plus tôt était maintenant accompagné d'une vibration inquiétante qui suggérait que les dommages à la chenille étaient bien pires qu'ils ne l'avaient initialement pensé. L'assaut de la créature avait en quelque sorte exacerbé le problème existant.
peut-être désaligner des composants ou endommager des structures de support, transformant un problème mineur en quelque chose qui pourrait s'avérer catastrophique. Mais l'autoneige était mobile, du moins pour l'instant, et c'était tout ce qui comptait. Marcus accéléra doucement et le véhicule commença à bouger. Ses chenilles labourant la neige profonde, alors qu'il le faisait soigneusement demi-tour pour faire face à la route forestière en direction de la ville, abandonnant leur mission initiale de dégager l'arbre tombé, car la survie était soudainement devenue une priorité bien plus élevée que les horaires de travail ou les quotas de l'entreprise. Le véhicule avançait lentement, la chenille endommagée créant un mouvement chaotant et inégal qui rendait difficile le maintien d'une ligne droite et qui envoyait des douleurs aiguës dans l'épaule blessée de Marcus à chaque bosse et à chaque embardée. Ils avaient parcouru peut-être 1 kilomètre, se déplaçant à peine plus vite qu'au pas en raison des dommages à la chenille et de la mauvaise visibilité qui rendait difficile de voir à plus de 6 ou 9 mètres devant, lorsque Jennifer repéra un mouvement de vent à travers le pare-brise qui était encore fissuré et étoilé à plusieurs endroits à cause de l'assaut de la créature. Son souffle se coupa, et elle attrapa le bras de Marcus avec assez de force pour le faire grimacer, pointant d'une main tremblante vers la lisière des arbres sur leur gauche, où des ombres se déplaçaient parmi les troncs massifs. La créature était là, se déplaçant parallèlement à eux, restant juste à l'intérieur de la forêt, où les arbres et les sous-bois lui offraient une couverture, mais clairement visible, alors que sa forme massive se déplaçait entre les troncs avec cette efficacité de mouvement presque hypnotique. Elle maintenait leur allure facilement, sa longue foulée couvrant un terrain que l'autoneige en difficulté mettait beaucoup plus de temps à parcourir, et elle ne montrait aucun signe d'effort ou de difficulté avec le terrain ou la météo. Maintenant, simplement sa position par rapport à leur véhicule, avec une aisance qui faisait paraître leur avantage mécanique pathétiquement inadéquat. Marcus augmenta leur vitesse autant qu'il l'osa, mais les dommages à la chenille et la profondeur de la neige les limitaient à peut-être 12 ou 15 km par heure au maximum, et la créature continuait de les suivre sans effort apparent, s'approchant parfois de la route et leur donnant des aperçus clairs de sa taille et de sa puissance massive, se retirant parfois plus profondément dans la forêt où ils ne pouvaient voir que des éclairs de mouvement occasionnels, mais ne disparaissant jamais complètement, ne perdant jamais la trace de leur position, les suivant clairement avec un but et une intention qui suggéraient que c'était délibéré plutôt qu'une coïncidence. Il était clair que la chose les suivait délibérément, et les implications de ce fait étaient absolument terrifiantes. Ce n'était pas un comportement animal aléatoire, pas une créature qui avait attaqué pour défendre son territoire et était ensuite passée à autre chose. C'était tout autre chose, quelque chose qui suggérait une planification, une intelligence, peut-être même un niveau de malveillance délibéré, ou du moins une agression territoriale qui allait au-delà du simple instinct animal. La créature faisait le choix de les suivre, investissait de l'énergie et des efforts pour suivre leurs mouvements, ce qui suggérait qu'elle avait un plan ou une intention les concernant qui pourrait impliquer une autre attaque ou simplement s'assurer ou qu'il quitte complètement son territoire. 1,5 kilomètre plus loin sur la route, voyageant à cette vitesse terriblement lente avec la créature les suivant tout le long du chemin, la décision de continuer ou de s'arrêter fut prise pour eux par une défaillance mécanique plutôt que par un choix humain. La chenille endommagée lâcha finalement complètement, l'un des pignons d'entraînement qui avait inquiété Jennifer, se cisaillant avec un bruit de coup de feu qui résonna dans la clairière et fit sursauter tout le monde de terreur, pensant pendant un horrible moment que la créature attaquait à nouveau. L'autoneige fit une embardée violente vers la droite alors que la chenille se séparait complètement, et Marcus lutta avec les commandes pour les empêcher de percuter un arbre, réussissant à amener le véhicule à un arrêt grinçant en travers de la route, maintenant complètement immobile et entièrement dépendant de secours qui pourraient être à des heures ou des jours de là.
Marcus essaya désespérément les commandes, espérant contre tout espoir qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre obtenir plus de mouvement du véhicule endommagé. Mais c'était inutile, une chenille tournant dans le vide tandis que l'autre restait bloquée, créant une rotation incontrôlée plutôt qu'un mouvement vers l'avant. Ils étaient en panne, vraiment et complètement en panne. Et à travers les arbres sur leur gauche, ils pouvaient voir que la créature avait également arrêté son mouvement et se tenait, maintenant entièrement visible à la lisière de la forêt, à peut-être 40 mètres de distance, les observant avec ce qui semblait être de la patience ou peut-être de la satisfaction, comme si elle avait su que cela arriverait, comme si elle comprenait assez bien la mécanique pour avoir prédit leur panne, comme si elle se contentait d'attendre ce qui allait se passer maintenant qu'ils étaient immobilisés et sans défense sur son territoire. La situation devenait rapidement intenable, passant de terrifiante à potentiellement fatale, alors que l'après-midi avançait et que la température continuait de chuter. Le genou de Robert avait enflé à des proportions ridicules, malgré les tentatives de Sarah de le stabiliser avec des attelles improvisées, faites de pièces de rechange et de rubans adhésifs, l'articulation maintenant complètement immobilisée, mais nécessitant clairement une intervention médicale bien au-delà de leur capacité. La blessure à l'épaule de Marcus limitait sévèrement sa mobilité, l'empêchant d'utiliser son bras droit pour autre chose que les tâches les plus élémentaires. Et la coupure sur son front s'était rouverte à un moment donné pendant le trajet, le sang coulant librement sur son visage, malgré les tentatives de Jennifer de la panser avec les fournitures de leur trousse de premiers secours. David montrait des signes de choc, ses mains tremblant de manière incontrôlable, d'une manière qui allait au-delà du froid ou de l'épuisement. Sa respiration venant en halètement rapide et peu profond, qui suggérait le début d'une panique ou peut-être même une détresse cardiaque due au stress et à la peur extrême. Ses yeux avaient pris un aspect vitreux qui inquiétait Sarah, et quand elle lui parlait, il répondait lentement comme si le traitement du langage était soudainement difficile, comme si son esprit se repliait sur lui-même pour échapper à l'horreur de leur situation. Jennifer était peut-être dans la meilleure condition physique des 5, sans blessures graves, autres que des contusions et des coupures mineures. Mais la tension psychologique de l'attaque, la présence continue de la créature, leur panne mécanique et la nature désespérée de leur situation pesaient sur eux tous, érodant la résilience mentale qui pourrait faire la différence entre la survie et l'abandon. Ils se rassemblèrent dans la cabine de l'autoneige, abandonnant complètement le compartiment arrière car il était devenu trop froid pour y rester en sécurité, les interstices de la porte endommagée laissant entrer le vent glacial et leur retirant le peu de chaleur corporelle qu'il pouvait générer. La cabine était exiguë avec 5 personnes entassées dans un espace conçu pour 2, mais la chaleur corporelle combinée et une meilleure étanchéité signifiaient que c'était leur meilleure chance de survivre jusqu'à l'arrivée des secours, si les secours arrivaient. Ils évaluèrent leurs options avec un réalisme sombre, que leur situation justifiait le genre de pensée froide et pratique que les situations d'urgence exigent, même lorsque chaque instinct crie de paniquer ou d'abandonner. L'équipement radio avait été endommagé pendant l'attaque, soit par la créature directement, soit par le balancement violent du véhicule qui avait projeté l'équipement à l'intérieur de la cabine, et bien que Jennifer travailla frénétiquement pour le réparer en utilisant tous les outils et pièces de rechange qu'elle pouvait récupérer de leur fourniture, elle n'était pas optimiste quant à ses chances de succès. Les dommages étaient étendus, impliquant à la fois l'alimentation électrique et les composants de communication, et sans pièces de rechange appropriées et de meilleures conditions de travail que la cabine exiguë et gelée d'une autoneige en panne, ces options étaient sévèrement limitées. Leur téléphone portable restait complètement inutile, aucun signal ne pénétrant aussi profondément dans les montagnes, l'antenne relais la plus proche étant probablement à 50 ou 65 km et bloquée par des crêtes et des vallées intermédiaires qui rendaient la communication impossible.
Ils avaient une balise de détresse, un appareil par satellite qui aurait dû être leur salut, qui aurait dû leur permettre d'appeler à l'aide, quelle que soit la couverture cellulaire ou l'équipement radio. Mais lorsque David la récupéra du casier de fourniture d'urgence, ils découvrirent qu'elle avait été activée prématurément, peut-être lors de l'attaque initiale, lorsque l'équipement avait été projeté, puis avait été endommagé, le boîtier fissuré et l'électronique interne exposée à l'humidité qui avait gelé en cristaux de glace, rendant l'appareil non fonctionnel et inutile. Leur seule véritable option était d'attendre et d'espérer que leur non-présentation à l'heure prévue déclencherait une opération de recherche et de sauvetage de la part de l'entreprise. Le protocole standard exigeait que toutes les équipes travaillant dans des zones reculées contactent la base par radio toutes les 2 heures avec des mises à jour de position et des rapports de situation. Et leur prochain contact était prévu pour 13 heures, dans environ 1h30. S'ils ne se manifestaient pas, l'entreprise essaierait de les joindre par radio, et si cela échouait, ils commenceraient à organiser une opération de sauvetage. Mais ils savaient tous que de telles opérations prenaient du temps à organiser, surtout dans des conditions météorologiques comme celle-ci, qui rendaient des déplacements dangereux et limitaient la visibilité. Ils pourraient devoir attendre 4 à 6 heures avant qu'une équipe de secours ne puisse les atteindre, peut-être plus longtemps si la météo empirait, s'il y avait des problèmes avec l'équipement ou si l'entreprise avait du mal à organiser les équipes 4 à 6 heures dans un véhicule endommagé avec des blessures nécessitant une attention médicale, avec une créature aux intentions inconnues, les observant depuis la lisière de la forêt, et avec des températures qui continuaient de chuter alors que le jour déclinait vers le soir et que la brève chaleur de la mi-journée cédait la place au froid brutal qui caractériserait la nuit. Ils décidèrent de prendre des cars, avec 2 personnes toujours éveillées et en veille, tandis que les autres essayaient de se reposer, de conserver leur énergie et de maintenir leur chaleur corporelle en restant immobiles et en partageant leur chaleur. Ils rationnèrent soigneusement leurs provisions de nourriture et d'eau, incertains de la durée pendant laquelle ils devraient les faire durer, faisant le calcul, et réalisant qu'ils avaient peut-être pour 2 jours de nourriture s'ils étaient prudents, et peut-être 1 jour et demi d'eau, bien que l'eau fût moins préoccupante, car ils pouvaient faire fondre de la neige si nécessaire. Ils laissèrent le moteur tourner pour fournir de la chaleur, tout en sachant que le carburant n'était pas illimité et que faire tourner le moteur en continu comportait ses propres risques d'accumulation de monoxyde de carbone dans la cabine endommagée, mais l'alternative était de mourir de froid, et cela semblait une pire option que le risque relativement faible d'empoisonnement. Et ils attendirent, observant la créature qui continuait de les regarder depuis la lisière de la forêt, cette forme massive restant immobile pendant de longues périodes, puis se déplaçant, occasionnellement sur de courtes distances le long de la lisière de la forêt, mais ne s'approchant jamais de l'automneige à nouveau, et ne disparaissant jamais complètement de leur vue. Sa présence était une pression psychologique constante, un rappel de leur vulnérabilité et de la manière dont ils étaient complètement à la merci de forces échappant à leur contrôle, au-delà de la capacité humaine à prédire, gérer ou surmonter par la technologie ou la planification. L'après-midi s'écoula avec une lenteur angoissante, chaque minute semblant 1 heure, alors qu'ils attendaient des secours qui pourraient ou non venir, qu'ils surveillaient l'état déclinant de Robert et l'état psychologique inquiétant de David, qu'ils essayaient de rester au chaud, de rester alertes et de ne pas céder au désespoir qui planait aux confins de leur conscience. La créature restait visible à la lisière de la forêt, s'asseyant parfois d'une manière troublante d'humanité, avec ses longs bras reposant sur ses genoux, se tenant parfois debout et se balançant légèrement d'un côté à l'autre, dans un mouvement qui aurait pu être une réponse au froid ou un comportement qu'il ne comprenait pas, se déplaçant occasionnellement le long de la lisière, comme si elle patrouillait ou maintenait une surveillance. Sarah, pendant son quart de veille avec Marcus, remarqua quelque chose qui rendit la situation encore plus troublante,
et qu'elle faillit ne pas mentionner car elle n'était pas certaine de voir quelque chose de réel, ou si l'épuisement et la peur lui faisaient imaginer des menaces qui n'existaient pas. À un moment donné, alors que la lumière commençait à décliner avec l'approche du soir, elle aperçut des mouvements plus profondément dans la forêt, d'autres grandes silhouettes qui auraient pu être d'autres créatures ou des ombres, de la neige et des branches d'arbres jouant des tours à son esprit épuisé par la peur. Elle fixa la forêt pendant de longues minutes, essayant de déterminer si ce qu'elle voyait était réel ou imaginaire, et lentement, elle se convainquit qu'elle n'hallucinait pas, qu'il y avait bien d'autres formes se déplaçant parmi les arbres, restant dans des ombres plus profondes, mais occasionnellement visibles lorsqu'elle se déplaçait entre les troncs ou s'arrêtait dans de petites clairières. Elle en parla à Marcus dans un murmure, ne voulant pas alarmer les autres qui essayaient de se reposer, et il fixa la forêt avec elle, ses yeux s'efforçant de percer la lumière défaillante et la neige tourbillonnante qui rendait la visibilité de plus en plus difficile. Il ne pouvait pas en être certain, la visibilité était trop mauvaise, la lumière trop faible et son esprit trop tendu par la douleur et le stress pour être entièrement fiable, mais il avait la conviction croissante que Sarah avait raison, qu'il y avait bien d'autres créatures dans la forêt entourant leur position, qu'ils étaient encerclés par quelque chose qui ne devrait pas exister et qui les considérait clairement soit comme des menaces, soit comme des proies, soit comme des intrus qui devaient être surveillés et contenus. Il compta ce qu'il pensait être des individus distincts, identifiant des schémas de mouvement qui suggéraient au moins 3 et peut-être 4 créatures supplémentaires, en plus de celles qui maintenaient sa position évidente à la lisière de la forêt. Les implications étaient stupéfiantes et terrifiantes. S'il y avait plusieurs créatures, cela suggérait non seulement un individu isolé, mais peut-être un groupe familial ou une petite population, ce qui à son tour suggérait que ces choses, quelles qu'elles fussent, maintenaient des structures sociales et peut-être même une culture, transmettant des connaissances entre individus et coordonnant leurs actions d'une manière qui nécessitait communication et planification. Cela signifiait également que leur situation était encore plus désespérée qu'ils ne l'avaient pensé, car si les créatures décidaient d'attaquer à nouveau, ils pourraient faire face non pas à un assaillant, mais à plusieurs travaillant ensemble, submergeant leur défense par une action coordonnée qu'aucune quantité de bruit ou de fumigène ne pourrait dissuader. Marcus décida de ne pas partager cette observation avec les autres. À l'exception de Sarah, Robert souffrait déjà beaucoup et montrait des signes d'infection ou de choc. David se maintenait à peine psychologiquement et Jennifer était épuisée par ses tentatives infructueuses de réparer la radio et par la vigilance constante pour guetter les menaces. Ajouté à leur fardeau psychologique semblait cruel et potentiellement dangereux si cela poussait quelqu'un à basculer dans une panique totale qui pourrait entraîner de mauvaises décisions ou un abandon complet de la survie. À la tombée de la nuit, une décision devait être prise concernant le moteur et la consommation de carburant. Ils ne pouvaient pas le faire tourner toute la nuit en continu. La jauge de carburant montrait qu'il leur restait peut-être un demi-réservoir, ce qui se traduisait par peut-être 6 ou 8 heures de fonctionnement continu dans ces conditions froides, où le moteur devait travailler plus dur et brûlait le carburant plus rapidement. Mais l'arrêté signifiait affronter des températures qui tomberaient bien en dessous de 0, atteignant peut-être moins 25 ou moins, si le ciel clair qui se développait alors que le système de tempête se déplaçait enfin permettait à la chaleur radiante de dissiper le peu de chaleur que la journée avait fourni. Ils décidèrent d'un compromis, faisant tourner le moteur par cycle de 30 minutes pour accumuler de la chaleur dans la cabine, puis 30 minutes d'arrêt pour conserver le carburant, un schéma qui, espérait-il, les maintiendrait en vie pendant la nuit sans épuiser complètement leurs réserves de carburant avant que les secours ne puissent arriver. Ce n'était pas idéal, 30 minutes d'arrêt permettraient à la température de chuter considérablement,
Mais c'était la meilleure option qu'ils avaient compte tenu des contraintes de leur situation et du calendrier inconnu des secours. Le premier cycle d'arrêt fut absolument brutal, pire que ce qu'aucun d'eux n'avait anticipé, même s'ils savaient que ce serait difficile. La température à l'intérieur de la cabine chuta avec une vitesse choquante, le véhicule en métal n'offrant presque aucune isolation contre le froid extrême qui pressait de tous côtés. En quelques minutes, leur souffle gelait sur les fenêtres, créant des motifs complexes de cristaux de glace qui bloquaient leur vue de l'extérieur et qui s'épaississaient à chaque expiration. En 10 minutes, ils tremblaient tous de manière incontrôlable, leurs dents claquant si fort qu'ils ne pouvaient pas parler clairement, leurs doigts et leurs orteils s'engourdissant malgré les multiples couches de vêtements et les couvertures de survie qu'ils avaient enroulées autour d'eux. Ils se blottirent les uns contre les autres en un groupe serré, partageant le peu de chaleur corporelle qu'ils pouvaient générer, se pressant les uns contre les autres sans gêne ni souci de l'espace personnel, car la survie l'emportait sur les conventions sociales. Robert était au milieu du groupe, sa jambe blessée, étendue maladroitement, mais entouré par la chaleur des autres, et il pouvait sentir son corps trembler de fièvre malgré le froid, sa température élevée à cause de ce qui était probablement une infection s'installant dans le genou endommagé. David était également au milieu, sa plus petite taille lui permettant d'être entouré de corps plus grands, et ses tremblements avaient pris une qualité qui allait au-delà du froid, tout son corps tremblant d'une manière qui suggérait que son système commençait à lâcher à cause du stress, du traumatisme et de l'exposition. 20 minutes après le début du premier cycle sans moteur, Marcus redémarra plus tôt que prévu, incapable de voir son équipe souffrir. La chaleur fut comme un salut, même s'ils savaient qu'ils brûlaient du carburant plus vite que prévu. Ils passèrent à des cycles de 20 minutes au lieu de 30, pariant que les secours arriveraient avant que le carburant ne soit épuisé. La nuit devint une épreuve d'endurance physique et mentale, luttant contre l'envie de céder au froid, à l'épuisement et à la douleur. Le rythme de la chaleur et du froid devint hypnotique. 20 minutes de chaleur lentement croissante, où ils pouvaient bouger et parler, suivi de 20 minutes de froid de plus en plus intense, où ils se concentraient uniquement sur la survie. La peur d'une autre attaque ne les quitta jamais. Chaque son à l'extérieur se transformait en menace potentielle dans leur esprit. Au cœur de la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, ils entendirent des vocalisations indubitables venant de la forêt. Pas des cris agressifs, mais quelque chose de complètement différent, des sons qui ressemblaient à un langage, à une communication. Les appels venaient de plusieurs directions, d'au moins 4 voix distinctes entourant l'autoneige. L'échange dura 10 à 15 minutes, variant en ton et en rythme d'une manière qui suggérait une véritable communication. Quand le silence revint, ils se demandèrent ce qui avait été décidé et quel plan avait été fait. Jennifer chuchota qu'ils se prévenaient peut-être les uns les autres. Marcus pensait que cela semblait plus intentionnel, comme une instruction ou une coordination. Les implications étaient troublantes. Cela suggérait une organisation sociale et une intelligence qui rendaient les créatures bien plus dangereuses qu'un simple comportement animal. L'aube finit par arriver, apportant la lumière mais peu de chaleur. La neige avait cessé et la visibilité s'était considérablement améliorée. Ce qu'ils virent n'offrait aucun réconfort. D'énormes empreintes entouraient l'autoneige, montrant des marques d'orteils individuelles, bien trop grandes pour un animal connu. Les créatures avaient tourné à plusieurs reprises pendant la nuit, s'approchant à quelques mètres du véhicule, mais choisissant de ne pas attaquer. En comptant soigneusement, ils estimèrent qu'il y avait entre 4 et 6 individus avec des empreintes allant de 35 à 46 cm, suggérant des tailles variées. Alors que la lumière du jour se renforçait, la créature de la lisière de la forêt émergea de nouveau, prenant sa position d'observation à 40 mètres. Avec une meilleure lumière, ils purent la voir clairement, massive, 2,50 m de haut, entre 270 et 360 kg, couverte d'un épais pelage brun-roux. Ses proportions
était distinctement non humaine. Des épaules d'une largeur invraisemblable, des bras atteignant presque ses genoux, des mains disproportionnément grandes. Le visage était le plus troublant, d'une ressemblance humaine choquante, mais fondamentalement étranger, avec une arcade sourcilière épaisse, un nez plat, une bouche large et une mâchoire puissante. Mais ce sont les yeux qui les enterrent le plus. Grands, sombres, suivant leurs mouvements avec une intelligence indubitable. Les heures s'écoulèrent. Ils avaient manqué leur contact de 13 heures la veille, ce qui aurait dû déclencher un sauvetage immédiat. Le retard suggérait soit des problèmes opérationnels, soit des manquements au protocole. La possibilité que personne ne les cherche était terrifiante. L'état de Robert se détériora de manière alarmante. Sa fièvre monta en flèche, sa conscience allant et venant. Son genou grotesquement enflé montrait des stries rouges remontant le long de sa cuisse. Un empoisonnement du sang se propageant dans tout son système. Leurs antibiotiques limités étaient insuffisants pour une infection aussi grave. Il avait besoin d'antibiotiques par voie intraveineuse, d'un nettoyage chirurgical, peut-être d'une amputation. L'état psychologique de David s'aggrava, son choc s'approfondissant jusqu'à une quasi-catatonie. Ses réponses devinrent plus lentes, moins cohérentes, ses yeux vides, alors que son esprit se retirait de l'horreur. L'épaule démise de Marcus provoquait une douleur intense et constante, dégradant sa capacité à penser clairement. La blessure à la tête avait cessé de saigner mais laissait un mal de tête persistant et des difficultés de concentration. Jennifer, physiquement indemne, souffrait de la tension psychologique d'une vigilance constante, sachant qu'une attaque pouvait survenir à tout moment ou que les secours pourraient ne jamais arriver. En début d'après-midi, peut-être 30 heures après l'attaque, ils entendirent enfin un moteur approcher. Le son devint plus fort, les secours arrivaient. Le véhicule s'arrêta à 50 mètres. Marcus sortit en titubant, agitant frénétiquement les bras pour demander de l'aide. L'équipe de secours avança mais se figea en voyant la créature à la lisière de la forêt. Leur réaction confirma tout. C'était réel, pas une hallucination. La créature se tenait là, à leur arrivée, entièrement visible, une vision impossible. Pendant un long moment, tout le monde resta à regarder dans un silence stupéfait. Puis la créature poussa ce cri à glacer le sang, faisant reculer l'équipe de secours. Le son résonna sans fin avant de s'arrêter brusquement. La créature se tourna et se fondit dans la forêt avec un silence impossible, disparaissant comme si elle ne pesait rien. L'équipe de secours se précipita, chargeant rapidement les 5 travailleurs, tout en jetant des regards nerveux vers la lisière de la forêt. Robert, semi-conscient avec une fièvre violente, nécessitait une évacuation immédiate. Le secouriste commença une perfusion et des antibiotiques avant même de l'avoir sécurisé. David, ne répondant pas, dut être physiquement guidé dans le véhicule. Le superviseur demanda une évacuation par hélicoptère pour les rejoindre dans une clairière désignée. Alors qu'il s'éloignait, Jennifer regarda en arrière et vit un mouvement dans les arbres. 4 silhouettes massives distinctes les regardant partir. Elle ne dit rien, mais sut avec certitude que plusieurs créatures les avaient encerclées depuis le début. L'évacuation par hélicoptère se déroula sans encombre. L'opération d'urgence de Robert sauva sa jambe, bien qu'il ait besoin de plusieurs opérations et de mois de rééducation. Marcus nécessita une intervention chirurgicale à l'épaule. David fut hospitalisé en soins psychiatriques pendant 3 semaines. Tous reçurent un traitement pour diverses blessures, des gelures et un état de choc. Les suites furent compliquées et controversées. Les 5 donnèrent des dépositions détaillées à plusieurs autorités. L'équipe de secours corrobora avoir vu la créature. Les équipes d'enquête trouvèrent l'autoneige endommagée exactement comme décrite, avec des dommages dépassant les capacités de toute faune connue. Ils documentèrent et moulèrent les nombreuses empreintes de pas, la plus grande mesurant 46,5 cm, indiquant un poids de plus de 320 kg. La compagnie forestière interrompit ses opérations en attendant les résultats de l'enquête.
les groupes écologistes saisirent l'incident comme preuve que l'exploitation forestière était trop intrusive. Des chercheurs en cryptozoologie affluèrent en masse, attirés par ce qui semblait être la preuve la plus crédible de l'existence de Bigfoot depuis des décennies. Les travailleurs devinrent des célébrités malgré eux dans une controverse dont ils ne voulaient pas faire partie, leur traumatisme devenant la matière de documentaires et de débats sans fin. Aucun ne retourna travailler dans les forêts de la péninsule olympique. Marcus déménagea en Californie, quittant plus tard complètement l'industrie Jennifer, retourna à la réparation automobile, ne campant plus jamais. Robert prit une retraite pour raison médicale, son genou ne se remettant jamais complètement, et divorça finalement alors qu'il luttait contre la douleur chronique et les cauchemars. Sarah déménagea en Arizona, David au Kansas, tous deux cherchant à s'éloigner des forêts qui avaient failli les tuer. Pour les 5 qui l'avaient vécu, il n'y avait ni controverse ni doute. Ils savaient avec une certitude absolue ce qu'ils avaient rencontré. Ils avaient payé un prix terrible pour cette connaissance, des blessures physiques qui ne guériraient jamais. Incomplètement, un traumatisme psychologique résonnant dans leur vie, la compréhension que la domination de l'humanité était plus précaire qu'on ne le croyait, qu'il y avait encore des endroits où les humains n'étaient pas les bienvenus, où ils existaient à la merci d'êtres qui pouvaient les détruire sans effort. Et dans les forêts de l'Olympique, au cœur de territoires inexplorés, les créatures continuaient leur existence, observant et attendant, défendant leur territoire si nécessaire, vivant selon des schémas que les humains ne pouvaient comprendre, des rappels que le monde recelait encore de véritables mystères, que certaines choses étaient destinées à rester inconnues, aperçues seulement brièvement par ceux assez malchanceux pour s'aventurer là où les humains n'étaient jamais censés aller.